Et bonsoir à tous, vous êtes sur G d'interview. Aujourd'hui, nous entrons dans un monde de pouvoirs magiques phénoménaux, de sorciers aux capacités presque divines et de croissants au beurre. Je suis avec un des auteurs, monsieur Nicolas Houdin. Bonjour. Et bonjour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat, je les poserai au fur et à mesure de l'interview. Déjà, pour commencer, j'aimerais bien qu'on apprenne un peu à te connaître, en dehors de connaître ton jeu. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui n'ont pas le plaisir de t'avoir déjà rencontré? Je suis Nicolas Houdin, donc je suis co-auteur des Apprentis sorciers avec Pierre Petitfrère. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? Je travaille dans l'animation, le jeu en général. Je suis le directeur du festival du jeu, du festival interstellaire du jeu à Clans, qui est un petit festival dans l'arrière-pays niçois. Et voilà, je suis passionné de jeux en tout genre, que ce soit des jeux classiques comme les échecs ou des jeux de rôle, du wargame, etc. Vraiment tous les styles de jeu. D'ailleurs, tu le soulignais, malheureusement, ton co-auteur Pierre Petitfrère n'a pas pu se joindre à nous pour cette interview. Est-ce que tu nous pourrais un peu parler de l'équipe derrière le jeu, comment vous vous êtes rencontrés, vos rôles respectifs peut-être, lors de ce développement? Alors, comment on s'est rencontrés? C'est très simple. Moi, je connais Pierre depuis le lycée. On a plein de projets de jeux, de bandes dessinées, vraiment plein de choses. On travaille souvent ensemble dans l'animation avec les enfants. On a monté des systèmes de jeux simples pour que les enfants puissent se mettre facilement au wargame, aux jeux de rôle, toutes sortes de pratiques de jeux qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire en centre. Voilà, et après il y a l'illustratrice qui est Nidon Lafay, donc Laetitia Combe. Et c'est très simple, elle, je l'ai rencontrée il y a longtemps, c'est facile, c'est ma femme. Donc du coup... Ouais, donc tu n'as pas eu à chercher trop loin, ça allait. Voilà, ça. Donc ça a été pratique pour le développement du jeu, surtout pour avoir sa qualité de travail et ses dessins qui sont, pour ainsi dire, uniques. C'est vrai qu'il y a une patte très marquée sur les apprentis sorciers et que du coup on peut facilement reconnaître. C'est une chose assez cool de ce côté-là. Toujours en parlant de toi, est-ce que tu te rappelles quel est le premier jeu de rôle auquel tu as joué? Oui. Ouais, c'était La Légende des 5 Anneaux. Eh, moi aussi. C'est vrai? Ouais, c'était une horrible partie. C'est marrant, moi aussi. Et s'il faut, on était à la même table. Non, parce qu'on n'était que deux, en fait. Du coup, je m'en serais souvenu. Oui, j'espère. Non, mais c'était mon premier jeu de rôle. Je jouais avec Baptiste, un ami à moi. Mm-hmm. Et c'était un ami qui nous faisait jouer, enfin, qui nous faisait tester le jeu de rôle, parce qu'on ne connaissait pas. Je sais pas quel âge on avait 14-15 ans. Et ça a été une catastrophe. On est mort au bout de 30 minutes. Eh, j'ai fait à peu près autant. C'était incroyable. Incroyable. Donc je vois que ça ne t'a pas empêché quand même de garder un petit peu l'amour du jeu, et c'est tant mieux. Du coup, est-ce que pour toi il y a eu des jeux qui t'ont vraiment marqué, auxquels tu as joué un nombre d'heures qui sont complètement inavouables? Ouais, il y en a plusieurs. Il y a le premier, c'est Deadland, de Black Book Édition, qui est vraiment super. C'est un univers qui est atypique, qui est très travaillé, bien référencé. Il y a plein de mélanges. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un univers western
comme ils aiment le dire, supplément tentacule, pas spaghetti, parce que c'est un western spaghetti, supplément tentacule. Donc un western steampunk, avec en plus du fantastique, des zombies, des terres de chasse avec des Pour ceux indiens, que ça intéresse etc. d'ailleurs, il y a une partie live animée par moi-même sur la chaîne, donc vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. C'est un très très bon jeu. C'est un excellent jeu, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de la mouture Savage World pour Deadland? Enfin, du coup, cette mécanique. Alors, il y a deux choses. Il y a la première, c'est bien de l'avoir réactualisé, parce que l'ancienne édition était un peu lourde, il y avait beaucoup de caractéristiques. Je me souviens, et il me semble qu'il y en a 12. Ouais, il me semble que c'est ça, il y en avait 12, c'était un peu lourd. Donc là, ce qui est bien avec ce système, c'est que ça a été complètement allégé. C'est plutôt bien. Par contre, je trouve, moi, qu'il y a un problème avec le système de vouloir, en fait, tout universaliser. Et du coup, les savants fous, par exemple, moi, je trouve que particulièrement les savants fous se rendent... ouais, alors avoir fait des mages, c'est pas... Je comprends. Ouais, donc du coup, tous les motifs de construction sont... Je sais pas comment dire ça, sont mis de côté, en fait. Parce qu'avant, en fait, tu faisais un plan, bon, je suis d'accord que c'était long, tu faisais un plan, tout ça, à la limite, l'enlever, je comprends. Mais dans Deadland, maintenant, tu as des objets, mais ils durent qu'un certain nombre de temps, et après, il faut qu'ils se rechargent en points de pouvoir. Enfin, c'est devenu un truc aberrant. Donc, tu peux avoir, par exemple, un gyrocoptère, donc pour ceux qui connaissent pas, une espèce d'hélicoptère, qui va marcher sur 20 mètres, quoi. Si tu prends le système comme ça à la lettre. Donc voilà, je trouve ça dommage. Mais bon, c'est toujours bien fourni, parce que du coup l'univers est bien fourni. Donc après, je pense il y a des choses qu'il faut adapter. Je suis plutôt d'accord avec ça. Est-ce que du coup il y a un autre jeu auquel tu as beaucoup trop joué? Ouais. Ouais. Mais il y a le Star Wars D20. On y a beaucoup joué. Alors, c'est vraiment nul, hein, avec le recul. On aimait tellement Star Wars. On voulait tellement jouer à Star Wars, et on aimait tellement les combinaisons et les trucs, et tac, et tous les livres. Et t'as plus 4 sur le côté, tac, et quand je fais ça, tout ça, nanana. Du coup, qu'on a joué des heures et des heures et des heures. Je me souviens d'une partie de 13 heures. Où à la fin on était épuisé, mais pourquoi on a fait ça, quoi? Pourquoi on l'a pas coupé finalement? Mais ouais, Star Wars aussi, et Innominé Satanis qui est excellent aussi. Bien sûr. Je pense que Innominé Satanis, il y a une génération où on y a tous beaucoup joué, et ce moment où il n'y avait pas trop de jeux de rôle, et que en même temps c'était Innominé, quoi. C'était tellement... Bref. Ouais, et puis il y a un super travail dessus. Il y a plein de satires, de critiques. Les références à la réalité sont très bonnes. Tu peux facilement ancrer dans ta réalité. Bien sûr. Dans ton époque même, le réadapter. C'est vraiment super comme idée. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y rejouer récemment. C'est beaucoup plus dur à jouer en 2020 qu'en 2003. Le côté où tout le monde a des téléphones portables, où tout le monde peut sur lui un appareil photo, une caméra, ça rend toutes les actions extrêmement complexes à mettre en place. La dynamique a changé, et c'est assez... Ça vaut le coup de s'y remettre, de faire un petit essai juste pour justement voir l'évolution. Ouais, pour avoir tous les nouveaux trucs, même... c'est vachement sympa, parce qu'avec les réseaux sociaux, avec le développement d'Internet, il y a plein de choses à rajouter, et scénaristiquement, bien sûr, c'est super intéressant. Donc n'hésitez pas, si vous trouvez une vieille version d'Innominé Satanis, profitez-en. D'ailleurs, je vois aussi qu'INS a plus de succès que Magna Veritas, mais ceci est une autre histoire également. Ouais, nous, on a aussi beaucoup joué à Magna Veritas.
finalement, moi je pense que c'est même mieux. C'est un peu plus facile de jouer des démons que de jouer des anges en fait. Et ce que j'aime bien, c'est que les anges, ils sont pas tous si gentils que ça, quoi. Ah non, ils Même sont vraiment pas très gentils, les anges. Hein. ouais, pour pas la totalité, mais une grande partie sont pires que les démons, quoi. Clairement. Et t'as d'ailleurs des démons très gentils. Alors, les démons sont quand même souvent plus subtils, les anges se savent plus fort, etc. Et donc ils ont tendance à être assez bourrins Oui, dans leur c'est approche. vrai. Donc, mais bon. Bref. Revenons à toi. Est-ce que tu es plus campagne ou plus one-shot? Oh, les deux. Ah, ça, Et j'aime le jeu, donc il doit pas. Moi, j'ai un état d'esprit où on ne doit pas se focaliser uniquement sur une façon de jouer. Donc, si tu veux, je peux pas te dire c'est mieux en campagne, c'est mieux en one shot. Il y a des choses qui sont géniales en one shot et des choses qui sont où tu peux plus travailler, plus développer, qui sont plus intéressantes en campagne. Après, ça dépend beaucoup du maître du jeu. Bien sûr. Et que tu as quoi. Est-ce que tu es plus pré-tiré ou création de personnage? Oh, création de personnage. Pré-tiré, j'aime pas trop. Simplement, je pense que l'attachement, il est moindre quand tu joues un pré-tiré. C'est plus difficile. Tu l'as pas construit, tu l'as pas vraiment choisi. En plus, il reste dans un certain archétype, voire même dans certains jeux, c'est carrément des stéréotypes. Donc, je trouve que c'est moins intéressant. Après, ça a quand même la facilité de, quand tu es en convention, par exemple, ou quand tu veux faire découvrir un jeu, de pas créer de feuilles de personnage et d'aller vite, quoi. Je vois. Est-ce que tu préfères jouer ou maîtriser? Non, c'est pareil que pour les one-shots et ouais, je suis d'accord que les deux, c'est une expérience différente, mais... Donc, ouais, c'est pas vraiment la même chose. Quand moi, ce que j'aime bien quand je joue, c'est la difficulté. En fait, j'aime bien la difficulté, et du coup, ça rend les parties. Je pense quand il y a une difficulté, pas une impossibilité, parce que j'aime pas la frustration. Par contre, je déteste genre ces espèces de fatalités qu'il peut y avoir par certains maîtres du jeu. C'est pas tout le temps le cas, hein, mais ça peut arriver. Genre là, tu peux rien faire. Tu vois, ce genre de truc, je supporte pas. Mais par contre, la difficulté, je trouve ça intéressant parce que jouer avec d'autres personnes pour surpasser cette difficulté, c'est super intéressant, je trouve. Oui. Après, en tant que maître du jeu, maître du jeu, ça permet de faire plein de choses, d'avoir plein de liberté. Je trouve que c'est quelque chose de... Alors, au premier abord, ça peut paraître difficile, mais c'est pas vraiment le cas. Je trouve que c'est dommage parce que les gens d'ordre général pensent que c'est difficile, et du coup, il y a moins de maîtres du jeu, et il y a moins de gens qui sont... qui ont envie d'être maître du jeu. C'est un peu dommage. Après, avec la pratique, c'est de plus en plus facile, et c'est hyper facile en fait. C'est comme tout finalement. Tout à fait. Donc, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à devenir maître du jeu. Lancez-vous. Et à vous renseigner, parce qu'il y a plein de choses, plein de vidéos. C'est vrai que maintenant, on est vraiment dans une époque où c'est tellement plus simple de trouver des informations sur tout, des conseils, même des gens qui peuvent directement venir, qu'on ne connaît pas forcément, mais qui sont disposés à aider. Oui, ouais, c'est beaucoup plus simple rien qu'avec les réseaux sociaux. Hein. Tu as des groupes, regarde là même ce que Discord, Twitch, tout ça nous permet, quoi. C'est des choses qui, il y a 10 ans, c'était pas possible. D'ailleurs, c'est vrai que là, on a une effervescence incroyable du jeu de rôle en ligne. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en pratiquer? Qu'est-ce que tu penses du jeu de rôle en ligne? Alors, ouais, j'ai fait une partie j'ai fait 2 parties.
une de Deadland où j'ai maîtrisé, qui était plutôt pas mal, qui était sympathique. J'ai maîtrisé pour 3-4 adolescents qui viennent de se mettre au jeu de rôle. Donc c'était super sympa. Après, j'ai fait une partie des apprentis sorciers à des amis. Alors, moi, enfin, c'est un espèce. Bon, déjà, il y a l'avantage de pouvoir jouer dans une période comme ça. Ça, c'est indéniable. Je pense qu'il y a un autre avantage aussi, c'est que la communication étant plus difficile, les gens sont plus attentifs. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, le problème, c'est le dynamisme. Quand ça coupe, quand tu as un problème technique ou on t'entend mal ou ce genre de choses. Du coup, les rythmes, des fois, c'est un peu plus chiant qu'en réalité. Mais bon, ça permet quand même de jouer, quoi. Si tu souffrais d'une terrible malédiction lancée par un obscur nécromant qui ne te permettait de ne jouer plus qu'à un seul jeu de rôle et qui ne serait pas le tien, lequel ce serait? Ah, ça c'est une... Je sais pas. C'est compliqué, hein? Oui, je sais. J'aime bien les questions un petit peu... Je pense que je choisirais un jeu où tu peux faire plein de choses. Je sais... Franchement, je pense que je prendrais un jeu de Simon Lee. En fait. C'est un bon choix. Ouais, parce que tu vois, ça fait partie... L'avantage de ce qu'il fait, lui et plein d'autres dans les courants alternatifs, c'est que il y a cet esprit de tout est modelable en fait. Alors c'est possible aussi dans certains jeux de rôle plus classiques, mais c'est plus difficile parce que tu déséquilibres souvent des systèmes, il y a plus d'égalité et tout ça. Alors que là, comment sont faits les jeux, c'est vraiment très ouvert à l'appropriation, à la modification. Je sais pas si tu as déjà fait des parties d'un de ces jeux. Oui, j'ai eu la chance de faire une partie de Terre de Sang avec lui. J'ai fait également Les Larmes du Soleil et je suis très attentivement Dané, même si je n'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. Mais... Voilà, d'ailleurs, Dané est un bon exemple de ça, parce que c'est une vraie... c'est une mécanique de jeu plus qu'un univers. De vampire, tout ce qui manquait. Du coup, il y avait vraiment cet état d'esprit-là. Donc, je choisirais un jeu dans ce genre-là, ouais. Ok. Ouais. Ok. Ça me va tout à fait. Quel jeu conseillerais-tu pour débuter dans le jeu de rôle en dehors du tien, même si je pense qu'il est très adapté? Je pense que c'est une question peut-être justement, tu as déjà une certaine expérience. Alors, il y a deux choses, parce que la question est pas vraiment... Enfin, pas vraiment. On dirait que je te dis que ta question est nulle, mais c'est pas ça. Mais vas-y, c'est pas grave. La question n'est pas assez précise, parce que si tu veux, il y a une différence quand même entre un enfant et un adulte. Ouais. Tu vois? Donc du coup, ça dépend quand tu commences le jeu de rôle. Si tu commences le jeu de rôle enfant, je dirais un des meilleurs jeux de rôle à faire jouer pour les enfants, c'est Les Contes ensorcelés d'Antoine Boza. Le jeu de rôle est simple, l'univers est sympathique. C'est un univers qui est très inspiré des univers de Miyazaki. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Kiki la petite sorcière, un peu ce genre de truc. Donc beaucoup de sorcellerie. D'ailleurs, il y a un clin d'œil dans Les Apprentis Sorciers aussi à son jeu. Et ça, ouais, pour les enfants, je pense que c'est vraiment super. Et pour quelqu'un qui connaît pas bien le jeu de rôle en tant que maître du jeu, le système étant très simple, ça peut être maîtrisé par n'importe qui. Parce que c'est des systèmes à 2d6, il me semble. Enfin, c'est un système d6 simple.
Ça pour les enfants. Après, pour les adultes, je pense que, tu vois, c'est moins... Alors, ils peuvent y jouer, bien entendu, ça m'est arrivé, mais c'est moins adapté parce que l'univers, il est un peu plus enfantin. Et tu peux aller plus loin. Donc, je dirais un autre jeu pour commencer. Je sais pas, il y a plein de... En tout cas, pas des gros jeux, en fait. Enfin, je dirais pas les jeux habituels. Enfin, ce que je dis habituel, les jeux que tout le monde connaît. Les Donjons et Dragons et les choses comme ça. Voilà, pas ce genre de choses, quoi. Je trouve la plupart du temps indigeste. Pour commencer, c'est rude, quoi. Bien sûr. Je conseillerais même pas Deadland, tu vois, pour commencer. Ben, y a un énorme univers, donc en même temps, c'est un peu compliqué à expliquer. Est-ce que puis c'est surtout des systèmes compliqués, en fait. C'est surtout ça. T'es vite perdu, en fait. Tout à fait. Donc tu dirais au final un jeu avec un univers et un système plutôt simple. Ouais. Enfin, pas l'univers. L'univers, il peut être complexe. C'est pas vraiment le problème. Parce que, quand je dis simple dans le terme simple à comprendre, mais il peut être, pas trop riche où t'as pas besoin d'avoir trop de bagages pour venir. Ah, dans ce sens-là, ouais, oui. Et encore, je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment des univers qui sont compliqués à comprendre, quoi. Je veux dire, il y a aucun, comme dirait mon ami Samy, il y a personne qui fait décoller des fusées dans le jeu de rôle. Je veux dire, c'est pas non plus, des méga scientifiques et des incroyables auteurs, des Tolkien et tout ça. Donc, et encore, même Tolkien, je pense que c'est accessible. Tout le monde a compris le Seigneur des Anneaux, je crois. J'espère. Donc ouais, non, l'univers, ça peut être n'importe lequel. Après, moi, je pense qu'il faut d'abord regarder l'univers et après, bon, bien entendu, regarder le système pour qu'il soit simple et accessible, quoi. Mais je pense que le mieux pour commencer, en réalité, c'est de jouer sans règles, en fait. C'est-à-dire, tu prends ton univers et tu joues avec, enfin, sans règles, je veux dire sans livre existant. Et tu joues avec 2d6, n'importe, on s'en fout. Et pour commencer, je pense que c'est... faire vraiment une démonstration de ce que c'est plutôt qu'une vraie partie dans le fond. C'est ça. C'est ça, commencer comme ça, quoi. Déjà. C'est un conseil intéressant. Du coup, c'est vrai que toi, tu as plus souvent l'occasion de maîtriser pour des enfants. Est-ce que c'est quelque chose que tu as gardé à l'esprit lorsque vous avez écrit Les Apprentis Sorciers ? Oui, bien sûr. Parce que je me doute un petit peu, mais est-ce que tu trouves qu'il y a le jeu de rôle pour enfants, c'est peut-être un marché de niche qui n'est pas assez exploité, ou en tout cas pas assez rempli, je ne sais pas. Que penses-tu de ce sujet ? Oui, c'est sûr déjà qu'il n'y a pas beaucoup de jeux de rôle pour enfants. D'ailleurs, je te mets au défi de m'en citer plus de 5. C'est sûr que tu n'y arriverais pas. Moi non plus, d'ailleurs. Mais si tu veux, alors oui, quand on a créé Les Apprentis Sorciers, il y avait l'idée d'avoir un système qui est simple. Pas que pour les enfants, mais on voulait que quelqu'un qui connaisse pas le jeu de rôle, même un adulte, il puisse, avec les premières pages, en les lisant, comprendre ce que c'est le jeu de rôle et comprendre comment on fait une partie. C'est d'ailleurs pour ça que quand on a fait l'explication du jeu de rôle, on l'a fait pour que ce soit le plus clair possible, sous une forme de question-réponse. Donc, ah oui, mais comment je fais pour résoudre une action? Comment je fais pour savoir si je l'ai touché avec une attaque et avec des questions-réponses? Pour que ça soit le plus simple possible, le plus ludique possible en réalité. Ça, c'est le premier truc. Après, le jeu, il est fait en réalité parce que tout le monde, de ce que j'ai vu,
pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui se sont vraiment intéressés, mais quand tu fais la surface du jeu, que tu regardes les apprentis sorciers, tu peux te dire, ah ouais, bon, c'est un jeu pour les enfants. Ça, c'est quand tu l'as pas lu, quand tu le survoles. Du coup, en fait, en réalité, il y a deux parties dans le jeu. Il y a une partie qui est accessible pour tous, pas spécialement pour les enfants, mais qui est accessible pour des gens qui jouent pas. Et il y a des règles avancées qui sont là justement pour les joueurs qui en attendent plus, qui sont plus experts, qui font plus de metagaming, qui font plus de combinaisons et de choses comme ça. Donc oui, la question c'était donc, parce que je m'éloigne, la question c'était oui, il n'est pas pensé spécialement pour les enfants, mais il est pensé pour les gens qui font pas de jeu de rôle, parce que tout le monde est là à dire ouais, mais dans les années auparavant, les gens ils aimaient pas le jeu de rôle, il y avait pas de et puis ça s'est essoufflé tout ça, mais finalement qui fait en sorte que ça soit accessible à des nouvelles personnes, à des enfants, à même des adultes. Hein. Il y a des gens et je trouve qu'ils sont pas assez nombreux. D'ailleurs, il y a plein de jeux qui n'ont pas du tout au départ de leur livre des explications. Qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle, quoi. Tu vois, détaillé. Alors, c'est devenu un truc un peu, tu sais, je dirais obligatoire. Tu fais 2 pages comme ça parce que c'est obligé de le faire. Voire même, il y a des jeux qui n'ont plus du tout. Et je trouve ça dommage parce que comment tu veux attirer des personnes si déjà t'expliques même pas ce que tu fais et comment ça se joue, tu vois. Déjà, je trouve que c'est un peu dommage qu'il est difficile de trouver des jeux de rôle si on ne les cherche pas spécifiquement, dans le sens où on n'en a pas dans les circuits de distribution habituels du livre. Ouais. Bref, ça aussi, c'est un sujet pour une autre discussion peut-être. Ouais, il y a un problème c'est pas considéré comme un livre le jeu de rôle. Alors du coup, c'est assez complexe. C'est considéré comme un jeu, donc c'est pas les mêmes réseaux, c'est pas la même TVA, c'est tout un bordel. Bien sûr. Donc du coup, c'est pour ça que c'est pas facile d'accès de partout, quoi. C'est d'ailleurs pourquoi il y en a pas en bibliothèque, quoi. Très peu. C'est rare de voir des... Je crois pas en avoir jamais vu. Moi non plus. Mais enfin bon. Donc voilà, c'était un petit moment triste. Non, mais c'est bien d'en parler parce que je pense qu'il faut aussi, c'est aussi à nous de faire du forcing. Il suffit pas juste de dire ouais, le jeu de rôle, moi je fais jouer. J'ai fait jouer mon fils et du coup je développe le jeu de rôle. C'est pas ça. Ça se passera pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on va développer quoi que ce soit. Il faut justement s'intéresser à ça, regarder pourquoi c'est pas mis dans les bibliothèques, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on monte quelque chose pour que ça soit mis dans les bibliothèques. Enfin voilà, plutôt je pense qu'il faut œuvrer dans ce genre-là, dans ces choses-là pour vraiment le développer. Et pas faire juste des parties dans un festival et dire ouais, mais tu vois, quand même, je développe le jeu de rôle, je partage ma passion avec d'autres. Non, en réalité, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que c'est des gens qui connaissent déjà le jeu de rôle. Alors, un peu moins maintenant, mais quand même, en majorité, c'est des gens qui connaissent déjà le jeu de rôle, qui viennent sur les conventions jouer à du jeu de rôle. Donc, tu développes pas grand-chose, quoi. Enfin, si on est là pour développer, hein, si on veut pas que ça reste quelque chose de niche. Alors après, du coup, en parlant de convention, c'est vrai que entre vous ou sur les apprentis sorciers et Gobelins qui s'en dédient, en tout cas sur le festival du jeu à Cannes, vu que je plaçais les gens, je vous ai envoyé beaucoup de monde pour découvrir le jeu de rôle sur vos jeux, parce que je le trouvais assez adapté. Et donc, vous avez quand même touché un peu de nouveaux publics. Oui, pas mal. Donc, on a vu notamment pas mal de familles, des binômes parents-enfants, des choses comme ça. Ouais. Donc, du coup, peut-être comment
comment vous le ressentez, ce côté jeu familial, tout simplement, hein, qu'a les apprentis sorciers qui fait que tout le monde y trouve un petit peu son compte au final et c'est pas vraiment les parents qui l'achètent pour les enfants, mais c'est un achat pour tout, vraiment où tout le monde va pouvoir profiter. C'est plutôt bien parce que c'était un des objectifs, Mhm. que ça soit accessible, comme je disais tout à l'heure, pas au niveau des règles, mais c'est au niveau même du jeu en général. Vous voulez que ça soit accessible à tous. Donc à première vue, c'est assez réussi. Et nous, on est très contents. Hein. On n'a pas de. Je sais qu'il y a pas mal de, comment dire, de gens qui font du jeu de rôle et qui veulent que ça reste quelque chose de niche. Donc, qui veulent jouer avec uniquement des experts, uniquement. Alors, pas des enfants parce que les enfants, pas des nanas parce que nanas. Nous, on n'a pas du tout cet état d'esprit-là avec Pierre. Au contraire, on est vraiment pour mélanger, puisque de toute façon, on pense que le jeu de rôle, et le jeu en général, casse absolument toutes les classes sociales, les catégories d'âge, tout quoi. Et du coup, c'est le seul médium qui permet en fait de passer par-dessus tout ça. Il n'y a rien d'autre, je pense, il n'y a rien d'autre qui permet de le faire en fait. Tu vois, quand tu es à une table, tu sais pas, le type il est juge, il est en train de jouer un gobelin, et l'autre en face c'est un éboueur, tu vois, enfin on sait pas, tu vois, Oui. et ça n'a pas d'importance, tu vois, et ça on l'a surpassé, c'est des gens qui se rencontreraient pas, en fait, il n'y aurait pas d'échange peut-être entre eux dans la vie de tous les jours. C'est d'ailleurs quand j'ai vu l'interview de Gauthier et de Yannick, c'est d'ailleurs ce qu'ils ont dit, ils se sont rencontrés alors que finalement ils n'auraient pas, dans la vie, j'allais dire dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours, ils ne seraient sûrement pas rencontrés. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que c'est la meilleure chose à propos du jeu de rôle, ce côté on est un petit peu chacun dans notre... Enfin, tout le monde peut se lier, il n'y a pas de... Ça met fin aux inégalités sociales, et tout ce genre de choses. Ou est-ce que pour toi, il y a quelque chose... Quelle est la meilleure chose à propos du jeu de rôle? Je sais pas, il y en a plein en fait. Ah oui, mais c'est pour ça que je demande la meilleure. La meilleure, Là. je pense que c'est l'imagination en fait. Je pense que c'est ça, parce que du coup, c'est l'imagination qui te permet de t'évader de tout, de créer, d'être créatif, de construire des choses, de t'évader aussi donc de ta vie de tous les jours, de classe sociale, de ce que tu veux. Et du coup, je pense que c'est vraiment ça l'état d'esprit. C'est sans fin un jeu de rôle en réalité. À partir du moment où tu as des idées, un esprit un peu créatif. Et une fois que tu es dedans, si tu as quelques outils, tu peux être créatif indéfiniment. Tu peux jouer à un jeu de rôle toute ta vie, en fait. Toujours y avoir des histoires, tu as toujours des trucs, des réadaptations. Donc je dirais, ouais, l'imaginaire, ouais. Ok, ça me va. Je prends. Est-ce que tu apprécies les aides de jeu? Et est-ce que Oui. par hasard tu en aurais une un peu signature que tu apprécies particulièrement, peut-être pour tes joueurs qui te connaissent ou... Alors, une aide de jeu. Quand tu dis aide de jeu, tu parles On va dire quoi, d'écran? tout ce qui est extérieur à la partie elle-même, hein. Ça peut être des dés, des boîtes, du son, des aides de jeu. En fait, tout ce que tu vas pouvoir apporter pour contribuer à ta partie. Ça peut être l'écran qui met, mine de rien, qui peut proposer un peu, mettre l'ambiance, on va dire. Ouais.
Je sais pas. Là, le premier truc qui me vient, en fait, c'est la scénariothèque. Moi, je pense que les meilleures aides de jeu, elles sont faites par les gens qui y jouent. Et du coup, sur la scénariothèque, tu peux trouver des super documents de plein de jeux. Le site est vraiment génial d'ailleurs, parce que t'as je ne sais combien de jeux, je ne pourrais pas te dire, mais il y a vraiment beaucoup de jeux, beaucoup d'aides de jeux Si t'es là depuis numériques, que ce tellement soit. longtemps. Ouais, en plus, voilà. Donc du coup, c'est très fourni. C'est vraiment super. Pour moi, la scénariothèque, c'est les meilleures aides de jeu que tu peux avoir. T'as des gens qui mettent des scénarios, t'as des gens qui créent même des nouvelles, des espèces de pseudo-extensions. Enfin, il y a vraiment de tout. Et ça, je pense que c'est vraiment très utile. Après, au niveau des écrans, moi, je suis il n'y a rien qui me... Non, il n'y a pas d'écran particulièrement hyper intéressant. C'est toujours pratique d'avoir un écran. Après, moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas du tout cacher leur jet de dés. Je suis d'ailleurs contre ça. Donc, je fais partie de cette école. Pierre est pas d'accord avec ça d'ailleurs. Hein, tu vois, comme quoi on peut quand même... on peut quand même faire des choses ensemble et être complètement opposés. Alors, dans les apprentis sorciers, il y a un écran avec des raccourcis qui sont utiles, je pense. Après, comme le jeu n'est pas trop compliqué, ça va. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir des raccourcis, quoi. Après, voilà, moi, en tant qu'écran, je l'utilise pas. Je le mets plutôt à plat, en fait. Parce que je veux montrer les jets de dés. D'accord. Et d'ailleurs, il y a des mécaniques qui se greffent dans le système de jeu où tu es obligé de voir les jets de dés du MJ. Parce que tu peux lui faire, par exemple, relancer un jet de dés. Donc, si tu le vois pas, du coup, tu peux pas le faire relancer. Forcément. Tu vois. Donc, ça favorise quand même le fait de montrer les jets de dés, quoi. D'ailleurs, moi, je conseille de montrer les jets de dés. D'accord. Et j'aime pas le côté triche aussi qu'ont certains MJ. Genre, en fait, finalement, qu'est-ce que t'as à cacher, tu vois? Parce que les gens, ils vont t'expliquer, ils vont te dire, ouais, mais tu vois, regarde, le mec, il arrive, le boss, et puis, bam, le boss, il fait un 1 et il rate. Et du coup, le tour d'après, il se fait tuer en un coup. Mais je veux dire, si c'est ça pour toi le jeu de rôle, je suis désolé, hein, c'est pas très gentil ce que je veux dire, c'est que t'as pas compris ce que c'était le jeu de rôle. Normalement, tu peux rebondir. C'est toi le maître du jeu, donc c'est toi qui rebondis. C'est toi tu peux faire des rebondissements narratifs. T'as absolument pas besoin. C'est d'ailleurs plus rigolo et plus réaliste, justement, de montrer les dés. Le type, il rate, il meurt. Bon, il meurt. D'accord. Mais est-ce que toi, en tant que maître du jeu, tu peux pas dire, je vais pas le faire mourir, je vais tourner ça comme ça. Tu vois, je pense que finalement, cacher les jets de dés, ça fait partie d'un truc qui empêche les maîtres du jeu d'avoir un esprit plus créatif sur la narration. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Donc, je disais, oui, j'ai malheureusement eu des fois des maîtres du jeu qui ont une improvisation proche du néant absolu et qui nous donnent des noms francs et massifs dès qu'on veut faire quelque chose qui pourtant a du sens. Et ouais, ça c'est problématique parce que ça, en plus, ça fait jouer la frustration et le jeu de rôle, il est absolument pas fait pour faire jouer sur ça. Surtout que c'est pas je pense qu'il y a deux types de frustration. Il y a la bonne et la mauvaise. C'est un peu comme les chasseurs. Mais du coup, il y a la frustration qui est des jeux qui peuvent être anxiogènes et faits pour, tu vois. Je pense notamment à Cops, où t'atteins jamais vraiment le type qui a fait le délit, quoi, parce que c'est toujours des grandes corporations, des grands trucs comme ça. Donc le mec s'échappe toujours par un système d'avocats parce qu'il est riche, etc., etc. Donc ça, c'est de la bonne frustration, parce que le jeu est fait comme ça pour t'amener à ça et sortir en fait
de ce cadre-là. Mais par contre, il y a toute cette mauvaise frustration. Non, on peut pas dire à un joueur non. Enfin, moi, je trouve ça complètement absurde. Ou alors, il n'y a pas d'échange, tu vois. Bien sûr. Il y en a un, c'est celui qui dit oui ou non. Non, mais c'est pas ça du tout, le jeu de rôle. Pas du tout. Surtout si tu te veux réaliste. Comment tu peux dire simplement non à un joueur alors que, comme tu disais, toi, ça t'est arrivé, c'est quelque chose qui est faisable, intelligent, intéressant, tu vois. Tu peux pas dire non. C'est, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. Je suis plutôt d'accord avec toi sur ce sujet. D'ailleurs, on va peut-être venir maintenant au cœur du sujet quand même, hein, parce qu'on est là pour ça. On est là pour parler des apprentis sorciers. Est-ce que tu peux nous présenter le jeu en quelques mots pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore? Alors, les apprentis sorciers, c'est un jeu qui est inspiré de... Alors, c'est très... Bon, je vais faire juste déjà l'idée générale du jeu. Donc, l'idée générale du jeu, c'est jouer des apprentis sorciers qui ont la possibilité de faire ce qu'ils veulent avec la magie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de système avec j'ai le droit de faire uniquement une boule de feu parce que je connais le sort de boule de feu. C'est-à-dire tu peux tout demander, mais absolument tout. À savoir que quand même, la gestion des sorts est plus ou moins difficile. Bien entendu, faire une boule de feu sera beaucoup plus simple que faire pleuvoir une pluie de feu. Donc voilà, ça c'est l'idée générale. Après l'univers, alors l'univers est très particulier parce que c'est un univers qui est absurde. On a travaillé beaucoup sur l'absurde et la satire aussi d'ailleurs. Donc c'est un univers qui est qu'est-ce que je fais? Je fais tout le résumé? Ouais. Présente-nous ton jeu, après on va quand même revenir un peu plus en détail sur certains points bien sûr, mais libre à toi de pousser autant que tu as envie. Ok, donc en gros, ce qui s'est passé, c'était une planète avec un arbre, une espèce d'arbre qu'on appelle l'arbre-monde, un immense arbre, et il y a les premiers peuples, il y a eu des êtres qui ont appris, à travers la méditation, à communiquer avec l'arbre et à apprendre à maîtriser la magie. Donc ces premières personnes ont enseigné la magie à leur clan, à leur peuple, à leurs espèces. Et au fur et à mesure, ils ont atteint un niveau, ces êtres-là, très développés, et puis ils se sont élevés, ils ont complètement disparu. Donc après, les disciples des disciples ont enseigné la magie, et la magie s'est répandue. Au bout d'un certain temps, après des milliers d'années, il y a les peuples qui ont commencé à se battre pour avoir plus de pouvoir, et principalement pour récupérer l'arbre-monde. Parce que pensaient tous qu'en récupérant l'arbre-monde, ils allaient avoir plus de pouvoir. Ça en est suivi donc une très très grande guerre, et le plus grand cataclysme magique qui existait dans cet univers, qui a complètement détruit l'arbre et qui a fragmenté le monde en millions de morceaux. Là, les premiers maîtres en magie sont revenus et ont arrêté le grand cataclysme. Le monde est en fait complètement meurtri, et un des sages qui a arrêté le grand cataclysme a ouvert une école de magie et croit encore, en fait, à la possibilité que les peuples, s'ils sont bien éduqués, eh ben, ils peuvent utiliser la magie à bon escient. Et donc, nous, en tant que joueurs, on peut jouer donc un apprenti sorcier. Tu commences tout en bas, vraiment tout en bas de l'échelle.
Et tu vas faire voilà, des aventures, des missions. Alors, il y a une espèce un peu de moquage de référence à l'ordre Jedi, parce que l'ordre des sorciers fait exactement la même chose que ce qu'on peut voir dans la Guerre des Étoiles, parce que c'est une des inspirations aussi. Donc, ils sont gardiens de la paix, de la liberté. Ils vont régler les conflits, combattre certaines monstruosités qui attaquent les gens. Il y a plein de choses qui sont liées à ça, quoi. Voilà, en gros. Tu peux jouer, il y a 10 espèces jouables qui sont assez atypiques. C'était aussi le but. Ou alors qui font référence au monde du conte, comme par exemple les lutins, les djinns, voilà, les ogres, ce genre de choses-là. Voilà, en gros. Ok. Tu nous as parlé de Star Wars du coup dans les inspirations. J'ai pas pu m'empêcher de remarquer un petit côté Pratchett également. Ouais, alors oui, parce que il y a plein d'inspirations. Et du coup, ouais, est-ce que tu peux nous parler des inspirations pour ce jeu? Ouais, alors il y a, bon, bien entendu, il y a la première chose, c'est Terry Pratchett. Dans le côté rigolo et absurde, mais aussi dans le côté satirique. Ça aussi, c'est un truc qu'on a beaucoup pensé. Il y a 2 niveaux de lecture. En fait, dans le jeu, il y a la lecture simple. Quand tu survoles le jeu, bon, bah, ça reste un jeu avec des apprentis sorciers, tout ça. Mais quand tu le lis vraiment, en fait, il y a plein de satires sur la société de consommation, sur les banques, sur la Banque mondiale, d'ailleurs, Goldman Sachs, il y a une critique sur ça. Il y a une critique, il y a des satires et des critiques sur les systèmes, sur les gouvernements. Ça parle aussi de racisme, ça parle aussi d'écologie, ça parle de vraiment plein de choses. Mais pour ça, il faut le lire, en fait. Oui. Bien dit. Et du coup, c'est vachement intéressant parce qu'on a travaillé sur un peu ces modèles qu'il y avait dans les films des années 80, en fait. C'est-à-dire 2 niveaux de lecture, tu vois. Ces fameux films qui ont super bien marché et que les enfants pouvaient voir et comprendre une partie. Et les adultes adhéraient aussi parce qu'il y avait une partie qui était concernée, qui était pour eux, quoi, qui pouvait saisir, quoi. Donc c'est assez fait. Le livre est fait comme ça. Ok. C'est intriguant. Ouais. Bah du coup, il y a tellement en plus de ça, il y a tellement de références à des gens réels, d'ailleurs, à des artistes, à des jeux de rôle aussi. Il y a des anagrammes un peu de partout, il y a des jeux de mots, bon, les jeux de mots plus ou moins lourds, parce forcément on se prend pas trop au sérieux, donc il y a des choses plus lourdes que d'autres, mais justement c'était le but aussi, d'avoir un côté un peu burlesque. Enfin, il y a vraiment plein de choses en réalité. Après, il faut savoir les trouver, quoi. D'ailleurs, si je me demandais si dans cette période de confinement, j'allais pas lancer carrément un jeu dans le jeu, en faisant trouver par exemple trouver la référence à un très grand illustrateur français, Olivier Sanfilippo, dans le livre. Voilà. Ah. Ça peut être une bonne idée. Cherchez, sortez votre livre, c'est parti. Jusqu'à la fin de l'interview. Ça peut être marrant. Et bon. C'est vrai que aussi en référence jeu de rôle, quand j'ai vu le pitch des apprentis sorciers où on était des mages extrêmement puissants mais tout peut déraper, ça m'a rappelé un peu les débuts de Warhammer jeu de rôle où quand on était mage, basiquement on se baladait pieds nus dans une forêt avec un réacteur nucléaire sur le dos. Mais à ce côté-là, après, oui, au niveau des inspirations aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est il y a Fantasia, hein, bien entendu. En fait, la première idée, c'est d'analyser simplement l'apprenti sorcier avec Mickey, en fait. Et se dire, tu vois, je sais pas si tu t'en souviens, mais
Finalement, il n'a pas envie de faire le ménage. Il utilise un sort pour animer les balais, mais le sort marche. Mais en fait, il rate. Il rate parce qu'il ne sait pas le maîtriser. Et du coup, l'idée, c'était ça aussi, de ne pas arriver à un système où à chaque fois que tu fais un échec critique, bon ben voilà, le mec il attend, tu joues à 5 à n'importe quel jeu, enfin pas à n'importe quel jeu, mais à plein de jeux ça se passe comme ça, tu joues à 5, par exemple, je vais prendre quelque chose pour être plus clair, je vais prendre Star Wars D20, t'attends ton tour, tu tires le dé, tu fais ta combinaison nanana, tu tires le dé, tu fais 1, voilà, tour suivant. Et on voulait pas du tout, de ce genre de choses, quoi. Nous, on trouve que ça coupe complètement la dynamique, en fait. Et donc, ce système de quand tu fais un 0, tu fais un cataclysme, ça veut pas dire forcément que tu rates. Ça veut dire que ça s'emballe. Et ça, c'est plutôt intéressant avec un MJ qui sait rebondir. Après, dans l'aide qu'il y a pour les MJ, il y a plein d'explications pour savoir comment rebondir à ce genre d'événement, de situation. D'ailleurs, c'est vrai que là, tu évoquais la mécanique de jeu, tu l'ignores peut-être, mais le système des apprentis sorciers a été classé 3e meilleur système de jeu par l'équipe de la chaîne. Ah oui, si, j'ai regardé, ouais. Est-ce que tu peux, du coup, nous parler du système de jeu? Alors, pareil, le système, il est simple. Donc, tu tires à n'importe quoi que tu veux faire. Tu vas tirer un D9. Donc, un dé qui va de 0 à 9, puisque c'est un D10, mais le 0 est un 0. Pour pouvoir réussir. Après, tu as des seuils de difficulté qui sont mis, comme dans tous les jeux, par le maître du jeu. Donc, il va de 2 à 12, et de 2 en 2, donc c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ça, c'est la base. Quand tu fais de la magie, du coup, ou même quelque chose qui n'est pas magique, tu vas me dire, ouais, mais je peux pas atteindre, comment je fais pour atteindre 12? Eh ben, bien entendu, comme dans tous les jeux, il y a des atouts qui te permettent d'avoir des bonus, 2 plus 1, plus 2, etc., etc. Alors, en magie, c'est un peu particulier parce que y a peu de bonus donnés par des atouts directement. C'est-à-dire que tu peux pas prendre, je gagne plus 2 en magie, quoi. Surtout BG. Il y a pas ça, parce que c'est pas vraiment le but initial, mais par contre, après, ça le devient. Après, il y a un développement au niveau du système d'expérience, tu deviens de plus en plus fort, et là, tu peux avoir des bonus. Mais de base, il y a quelques façons d'avoir des bonus. C'est sacrifier un point de vie dans ton sort pour donner un bonus de plus 2. Faire narrativement une incantation, où éventuellement, le maître du jeu te donnera un bonus allant de plus 1 à ce qu'il veut. C'est pas important, c'est pour favoriser la narration. Et d'ailleurs, ça marche bien, ça marche super bien avec les enfants, mieux qu'avec les adultes, c'est plutôt rigolo. Et il y a aussi un système, enfin une mécanique qui se greffe sur le système avec des points de magie, qui te permet de relancer un jet de dés, de rajouter un D9 sur un lancer de sort. Et voilà. Ah, et non, il y a aussi des. Alors, il y a aussi. En fait, il y a plein de trucs. Il y a aussi l'endroit où tu es né, le biome dans lequel tu es né. C'est-à-dire que un lutin qui est né en forêt, par exemple, aura un bonus s'il se situe en forêt de plus 2 sur n'importe lequel de ces jets magiques. Voilà. Pierre Petitfrère, qui nous a rejoint dans le chat, nous dit qu'il y a aussi les jets en groupe. Peuvent permettre de faire. Alors, il y a aussi des jeux en groupe fait exprès, oui, il fait bien de le souligner. J'allais l'oublier. Donc, il y a des jeux en groupe qui permettent d'atteindre des scores plus ou moins astronomiques. On peut dire astronomiques. Par
Par contre, c'est toujours le même problème. Un 0, ça produit toujours un échec critique. Donc, même si parmi tous les joueurs, il n'y a qu'un seul 0, ça fait toujours une catastrophe, un cataclysme. Donc, à bien doser les sorts, à bien savoir combien on se met pour faire un sort. Moi, j'ai vu qu'au départ, il y a des gens qui commençaient à se mettre en groupe pour faire des sorts qui n'ont pas besoin, en fait, de se mettre en groupe. Genre, le type, il veut allumer un feu, ils se mettent à 4, et forcément, à 4, bah, tu as plus de chances de faire un 0, alors que pour allumer un feu, le maître du jeu il va te demander de faire 1, peut-être, ou 2. Du coup, il n'y a pas besoin. Donc voilà, il y a aussi ce côté, à combien on se met pour faire un sort. Ça, c'est l'idée de base. Après, il y a toute la partie des règles avancées qui permettent de développer ça, et les scores sont extrêmement difficiles à atteindre selon ce qui est demandé. Par exemple, tu as des scores qui peuvent atteindre... Alors, je vais regarder, parce que là, de tête, les scores, je ne m'en souviens pas. Mais tu as des scores qui peuvent atteindre 45, 55, 65. Donc, le jeu au départ est assez simple, mais si on veut exploiter tout, c'est-à-dire tout le système que tu peux toute la mécanique que tu peux greffer sur le système de base, c'est-à-dire la gestion des sorts, eh ben, tu peux faire, il y a plein de combinaisons et plein de choses un peu plus, je dirais, metagaming et un peu plus pointues sur lesquelles tu peux te pencher. Ok. On me souligne également de l'existence du mauvais œil. Alors oui, parce qu'en plus de faire un cataclysme magique quand tu fais un 0 en magie, eh ben, tu donnes au maître du jeu un jeton de mauvais œil. Donc le jeton de mauvais œil, c'est quoi? C'est des jetons que le maître du jeu possède à chaque fois donc qu'un joueur fait un 0 en magie uniquement, et il peut s'en servir pour relancer un jet ou à un joueur ou à un PNJ. Du coup, ça favorise un peu la facilité, et ça rééquilibre aussi le fait que il y a plein de personnages qui n'utilisent pas la magie, qui peuvent paraître faibles au départ, mais avec 1 ou 2 jetons, ils sont aussi forts que des gens qui font de la magie. D'accord. Et en plus de ça, le jeton de mauvais œil, il permet de rajouter aussi un D9 sur un lancer de dés, comme le permet le point de magie. Sachant que là aussi, il y a plein dans les atouts, il y a plein de choses qui permettent de les utiliser différemment, les jetons de mauvais œil et les points de magie. Donc ça permet, on a fait ce système aussi pour qu'il y ait un peu plus d'interaction avec le maître du jeu et les joueurs. C'est-à-dire que la plupart du temps, tu tires de ton côté tes choses et tu les appliques là. Il y a possibilité, par exemple, quand tu es chanceux en tant que joueur, tu vas pas te faire relancer un jet de dés que tu rates, tu vas faire relancer un jet de dés au maître du jeu. Tu vois, il y a un peu plus d'interaction entre le joueur et le MJ. Et au final, le MJ comme ça joue un peu en même temps que les joueurs. Voilà, c'est ça. Pareil, en tant que joueur, tu as un talent, une maîtrise magique, une technique magique, pardon, que bien entendu, tu n'as pas au début, mais qui, par la suite, avec l'expérience, tu peux choisir. Tu peux utiliser un point de magie pour annuler l'utilisation d'un jeton de mauvais œil par le maître du jeu. Tu vois, donc il y a plein de mécaniques comme ça qui se greffent pour le jeu un peu plus avancé. Voilà, c'est ça. Du coup, est-ce que tu dirais que le jeu est plus prévu pour du one-shot ou plus prévu pour de la campagne? Je sais pas, ni l'un ni l'autre. Je pense que tu fais ce que tu veux. En tout cas, des campagnes, c'est possible à en faire, puisqu'on en a déjà fait. Du coup, non, moi je pense
pour en profiter pleinement, je pense qu'il faut faire des campagnes, quoi. Parce que si tu fais qu'un one shot, du coup, tu n'auras jamais de tout ce qui se greffe dessus. C'est-à-dire que comme de base, tu es vraiment assez basique, tu as ton bonus de +2 de ton biome et éventuellement de ton incantation, et c'est tout. Du coup, non, tu peux faire un one shot comme ça. Mais non, parce que le niveau d'expérience te permet après d'avoir des techniques magiques, des maîtrises magiques, te permet de faire plein de choses et d'attendre en plus, vraiment, je te dis, des scores et des niveaux plutôt astronomiques, quoi. Donc, je sais pas, de pas profiter de ça, je pense pas que ça soit intéressant, quoi. Enfin, en tout cas, c'est dommage. Mais après, tu peux toujours jouer comme tous les jeux, je pense. Hein, tu peux faire une partie comme ça, quoi. Bien sûr. Mais c'est moins intéressant, je pense. Okay. Est-ce que tu sais pour combien de temps vous a pris la réalisation du jeu environ? En temps non réel, 5-6 ans. Mm-hmm. Quand je dis non réel, c'est parce que tu travailles jamais 5-6 ans dessus non-stop. En temps réel, je sais pas, je sais pas, c'est long. C'est très très long. Mm-hmm. Mais oui, ouais. Je pourrais pas dire, mais voilà, on va parler en temps non réel. Mm-hmm. 5-6 ans en travaillant quand tu as le temps et le courage de travailler dessus. Est-ce que pour vous, le projet est fini ou est-ce que vous voudriez ajouter une suite? En fait, on a déjà découpé, on a déjà fait des choix de découper parce que ça faisait trop à mettre dans un seul livre. Donc non, c'est pas vraiment fini. Pas du tout, parce qu'en réalité, il faudrait au moins un deuxième livre. D'ailleurs, c'est pour ça que sur la première page, il y a marqué tome 1. D'accord. Parce qu'il faudrait au moins un tome 2, faire 3. Mais non, c'est pas fini. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu, sur lesquelles on n'a pas pu parler, quoi. Il y a plein de critiques que j'aimerais encore faire sur la société. Il y a plein de choses. Et plein de références à plein d'autres univers. Normalement, alors c'est pas pour tout de suite, hein, mais on travaillera sur un deuxième tome. Super. Au moins. Vous l'avez entendu ici en avant-première. Si tu veux aussi une avant-première, par contre, on est avec Pierre, là, on travaille sur un nouveau jeu. Mm-hmm. Et du coup, qui a absolument rien à voir. On est bien avancé. On va avoir d'ailleurs besoin de faire des tests. Donc on va avoir besoin de playtesters. Je demanderai sûrement à vous. Ça devrait pas être trop un problème, je pense. Non, je pense aussi. Et du coup, là, alors c'est un univers qui est plutôt un peu plus rigolo. Il n'y a pas du tout de satire ou quoi que ce soit. Et c'est un jeu où tu joues des gremlins. Donc, pas directement les mêmes gremlins que tu vois dans les films, même s'il y a beaucoup de références à ça. Mm-hmm. Mais quelque chose qui ressemblerait plus à entre le gremlins et un espèce de petit gobelin, parce qu'ils font 10 cm de taille. D'accord. Toi qui es beaucoup, parce que j'ai un peu regardé ce que tu faisais, toi qui es beaucoup aussi dans Warhammer, tu joues un espèce de Snotling en fait. D'accord, oui, c'est bon, je vois tout à fait. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est des espèces de sous-gobelins. Oui. Donc voilà. un peu malicieux, un peu tout en étant les souffres-douleurs des plus grandes créatures verdâtres auxquelles ils traînent autour. C'est ça, et très stupide aussi surtout.
tellement stupides qu'ils ont peur de rien en fait. Du coup, ils se mettent en danger. C'est un peu l'idée du jeu, quoi. Ok. Eh ben, c'est prometteur. Ah, merci pour cette ce petit teasing. Bah, de rien. Quel était, du coup, vu que vous avez mis quand même pas mal de temps à développer ce jeu, quelle a été l'étape la plus difficile lors de l'écriture? L'étape la plus difficile lors de l'écriture, franchement, je sais pas. Je pense que l'écriture, ça allait. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus. Enfin, moi, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Mhm. Ce qui a été compliqué, c'est de regarder. C'est surtout Pierre qui s'est occupé de cette partie-là. Mais c'est tout ce qui est système mathématique complexe. C'est-à-dire, quand tu gères un sort, il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Et en plus, on a voulu qu'il y ait tous les sorts. C'est-à-dire, on propose la possibilité de faire tous les sorts, mais on voulait aussi donner les outils pour qu'un maître du jeu dise ah ouais, mais le mec il me demande je sais pas, de me téléporter directement dans cet endroit. Comment je fais? Comment je mets mon seuil de difficulté? Donc pour nous, il fallait des outils. Donc si tu veux, il y a tous les sorts possibles et imaginables, sauf un seul. On n'en parlera pas, mais c'est fait exprès, celui qui n'y a pas. Mais il y a vraiment tous les sorts possibles, en fait. Et la possibilité de savoir comment on les gère. D'accord. Donc oui, je pense que ça a été ça le plus complexe à faire. Essayer de rien oublier dans ce truc-là. Se dire, ah ouais, non mais le type, il peut même demander un vieillissement d'une personne, il peut même demander d'animer un objet, mais animer un objet, c'est pas pareil que invoquer un objet, c'est pas pareil que de faire l'illusion qu'il y a un objet, et etc., etc. Donc c'est de trouver tout ça et de trouver un système cohérent et pas trop compliqué, mais à la fois aussi avec un certain niveau de difficulté pour que ça soit cohérent, quoi. Mhm. Ça a été le plus difficile. Du coup, tu m'as dit que tu travaillais depuis longtemps avec Pierre. Est-ce que vous avez fait d'autres jeux avant qui n'ont pas abouti? Ou qui ont abouti et dont je ne serais pas au courant? Non, en fait, là, on s'est dit, il est temps de se mettre à la diffusion. Donc, essayer de trouver un éditeur pour éditer le jeu pour qu'il soit diffusé. Après, des jeux pas aboutis, tu sous-entends qu'ils ne sont pas vendus, en fait. C'est ça? Ou juste que non, pas forcément, que vous avez peut-être commencé à plancher dessus, vous ne les avez pas, enfin, vous n'avez pas fini de les écrire, vous n'avez pas fini de les tester, enfin. Ah ouais, alors oui, ça, il y en a plein, parce que si tu veux... Des embryons de jeu qui finalement, vous avez dit, ça sert à rien de pousser plus. En fait, on n'a pas trop cet état d'esprit de ça sert à rien de pousser plus. On a plutôt cet état d'esprit de particulièrement Pierre aime beaucoup faire ça. Une idée, il fait un embryon, enfin il met quelque chose en place, un noyau, on le laisse de côté pendant un moment et après on y revient dessus de temps en temps. Et après, à un moment, on va sûrement le prendre et le développer et le travailler. Mais oui, alors des jeux comme ça, oui, ouais, il y en a plein. Hein. Oh là là, si vous le saviez. Non, il y a déjà, il y a là de tête, il y a au moins 6 ou 7 jeux de rôle qui finalement, c'est plus passé à 5 maintenant, parce qu'on a réussi à scinder des choses, à trouver des idées, pas à scinder, Fusionner. À fusionner, voilà, merci, des choses. Mais il n'y a pas que ça. Il y a après, je te dis, on a. Alors c'est pour notre public, c'est pour autre chose, mais on a fait des systèmes de wargame pour que les enfants puissent jouer dans des centres. Donc, je ne sais pas si tu connais le fonctionnement des centres, mais les centres, la plupart du temps, ils n'ont pas de moyens. Bien sûr.
Donc du coup, savoir adapter comment tu fais pour faire quelque chose avec rien, tu vois. Et toujours travailler sur ces idées-là. Donc bon, là, on a réussi, on a fait tout un système en fait où tu utilises des pièces d'échecs. En fait, les pièces d'échecs sont les différents personnages. Parce que des échiquiers, par contre, ils en ont souvent dans les centres. Donc faire un système avec règles, pièces d'échecs, des dés, des caplas pour faire les bâtiments, tout ça, et ça marche très bien. Les enfants sont super contents de découvrir ça. Moi, j'ai fait des systèmes avec des Lego aussi. Pour le wargame, c'est idéal d'ailleurs. Non, ouais, des trucs, il y en a plein. On a plein d'idées. Plein d'idées. Pierre, en fait, on est très dans la création d'ordre général. Pierre, c'est un très bon acteur de théâtre, pour ce qui aide beaucoup. D'ailleurs, dans ses parties de jeux de rôle, en tant que maître et aussi en tant que joueur, d'ailleurs, c'est plutôt super amusant de jouer avec lui. Et donc, du coup, là, il a eu une idée qu'on a fait au Festival du jeu à Cannes, Festival international du jeu au FIJ, de faire jouer tout un public. Tu vois, donc là, on va encore développer cette idée pour le faire en salle. Pour ceux qui sont curieux, il me semble que la vidéo est disponible d'ailleurs. Ouais, la vidéo est disponible. Bon, après, c'est qu'une vidéo, c'était pas. Enfin, je trouve que ça rend pas exactement forcément pareil que ce que c'était. C'était extrêmement drôle et extrêmement agréable. Et les gens qui connaissaient pas le jeu de rôle ont été vraiment emballés. Donc là, l'idée de ce projet-là aussi, c'est de faire jouer en théâtre, en fait, du coup. D'accord. Donc faire des spectacles et donc encore avec cette idée de mélanger les gens, attirer des nouvelles personnes vers le jeu de rôle, vers le jeu en général, et attirer les gens qui sont dans le jeu de rôle et qui vont pas au théâtre, tu vois. Donc vraiment faire un truc entre le one-man show, la partie de jeu de rôle et le spectacle, tu vois, animé bien entendu par Pierre. C'est ambitieux, mais j'avoue que ça a l'air très 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 cool. Ouais, après on verra, mais je pense que ça marchera. Je pense que ça va marcher, tu vois. Je suis assez confiant parce que finalement, quand tu y réfléchis, il n'y a pas de spectacle interactif qui se font, tu vois. Et les gens, ils aiment participer. Et c'est souvent quand ça existe, les spectacles interactifs ou les choses interactives, c'est souvent très limité. On a pu voir par exemple sur Netflix reprendre le concept de tu peux choisir entre guillemets, tu peux choisir les scènes que tu vas faire. C'est souvent binaire comme choix. C'est souvent binaire, mais aussi parce que c'est le support qui est difficile à traiter, tu vois. C'est pas comme quand tu as un maître du jeu qui peut rebondir, donc forcément, ouais, tu as deux choix qui finalement c'est ce qu'on appelle l'accordéon. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, hop, tu vas arriver au même endroit. En fait. Ça change rien finalement. Tu as l'impression que ça change, mais ça change rien. Mais du coup, en le faisant avec un maître du jeu, en réel, là, tu peux faire. Je suis sûr que toutes les parties seront différentes, quoi. Bien sûr. Et ce sera super intéressant. Clairement. Bah, écoute, hein, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc n'hésite pas à communiquer là-dessus. Ouais, bon, pour l'instant, hélas. Oui, là, ça va être compliqué, et encore pendant un sacré bout de temps. Mais au moins, ça laisse plus de temps pour le préparer, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Là, pour l'instant, on l'a dans le bab, mais on va voir. Ouais, c'est sûr. On va passer un petit peu aux questions du chat, parce que nous en avons. Alors, c'est peut-être quand même un gros secret de l'univers du jeu, donc je sais pas si tu vas pouvoir nous le révéler, mais c'est quoi la recette du croissant au beurre? Non, je peux pas dire ça. Je comprends. Impossible. Non, à savoir que voilà, il y a un scénario, il faut aller. C'est le deuxième scénario, il me semble, où il faut aller chercher la seule personne qui sait faire les meilleurs croissants au beurre
de l'Archimonde qui a complètement disparu. Donc je vous laisserai découvrir par ce scénario-là, qui est super drôle et qui est une critique en plus de la société de surconsommation et de la mise à l'écart complètement des petits commerçants et des artisans. D'accord. Du coup, pas tout à fait le même registre, mais on est quand même dans le même thème. Est-ce qu'on dit pain au chocolat ou chocolatine? Ah, sur l'Archimonde, on dit pain chocolatine. Ah ah. Ouais, ils se sont mis d'accord. Et du coup, il y a plus de conflit pour ça. Les mages ont tranché. Enfin. Enfin des bonnes nouvelles sur l'Archimonde. Tu parles souvent de ta collaboration avec Pierre, mais du coup, à quel moment vous est venue l'idée, concept des apprentis sorciers? À quel moment exactement, je sais pas, mais je me souviens comment ça s'est passé. Pierre, il est arrivé un jour chez un, c'était chez Samy d'ailleurs, donc du coup le président du Graal. Et du coup, on était là, on discutait. Il est arrivé, il a dit ouais, j'ai un nouveau concept, j'ai un jeu et tout, j'ai un jeu de rôle. C'était vraiment super, c'est vraiment un bon souvenir. Et du coup, il nous sort un post-it. Il nous sort un post-it avec 2 lignes. Il y avait des points d'esprit et bon, l'idée de le D9 et le 0. Tu vois, le truc, tu fais des catastrophes, des cataclysmes quand tu fais un 0 en magie. Et j'ai pris le post-it, j'ai regardé et j'ai fait ah, je vous fais jouer. Non, mais je vous fais jouer tout de suite. Et on a commencé une partie comme ça. Ah, super, j'adore. Ah ouais, non, c'était vraiment super. Moi, Ça t'a parlé tout de suite. De suite, rien que pour les rebondissements, tu vois, j'ai de suite vu en fait l'aspect rebondir sur les zéros, sur les échecs et tout, plutôt que simplement c'est bon, t'as raté à l'autre, quoi, tu vois, ou juste t'as cassé ton épée, ou ton épée elle est tombée de ta main, ou enfin, tu vois, ce genre de truc, quoi. Du coup, on a joué, c'était n'importe quoi d'ailleurs cette partie, mais on a joué, ouais. Ils jetaient des glands magiques pour transformer les gens en pierre. Enfin, les méchants, hein, parce que quand même. Mais ouais, c'était ça, la première fois. Et qu'est-ce qui vous a incité à franchir le pas de la création perso amateur vers le jeu de rôle professionnel? Moi, je trouvais dommage que ces idées soient pas diffusées, en fait, simplement. Parce que bon, en fait, en jeu de rôle amateur, la diffusion, elle est hélas un peu pauvre, quoi. Déjà, c'était le premier truc. Ensuite, pour pouvoir faire d'autres projets, parce que du coup, je sais pas, je trouve qu'il y avait pas, enfin, à moins que je connaisse pas, parce qu'il y a quand même pas mal de jeux de rôle, mais je trouve qu'il y a rien qui ressemble aux apprentis sorciers. Tu vois que c'est ça reste assez original. Donc du coup aussi pour ces raisons-là, ouais. Et pour devenir riche aussi. Je crois que vous n'avez pas choisi le bon jeu, le bon truc. Ah bah merde, ils auraient pu nous le dire. Ouais, le succès, la gloire, tout ça, apparemment, j'ai ouï dire que c'était pas vraiment la bonne branche. Non, le jeu de rôle, non. Bizarre, Mais bon, mais après, c'est d'autres auteurs qui me l'ont dit, donc c'était peut-être pour éviter qu'on vienne grignoter leur part du gâteau, mais... Ouais, parce que tu dis ça, mais c'est pas vrai, hein. Regarde, je veux dire, ils font des séries sur Tales from the Loop, donc un jour, il y aura la série Les Apprentis Sorciers, fait par Ankama, en animé, tu vois, et puis voilà, on sera... Ou par Walt Disney, j'en sais rien. Alors j'avoue, avec le pitch, j'aurais plus cru que c'était fait par Michael Bay, pour que vraiment on ait des belles catastrophes, mais bon... Alors, avec tout ça, je remonte le chat, hein, je vois ce qu'on a d'autre. Je suis perdu. Tout va bien.
Ah, apparemment, il y a d'autres personnes qui sont d'accord pour les apprentis sorciers produits par Ankama. Donc je pense que c'est bon, il va falloir rentrer en communication très vite. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui a trouvé la réponse aux 5 jeux pour enfants. Les apprentis sorciers, Co-Fantasy on avait Mini, dit pas celui-là. les petits détectives des monstres. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ryutama et Tales of Equestria. Ryutama. Ouais, c'est quand même assez. Ouais, après, oui, tu peux jouer. Tu peux quand même jouer. Après, il y a des super jeux pour enfants qui sont absolument pas connus, faits par des micro-éditeurs. Je pense notamment. J'ai plus le nom. Bon. C'est un jeu avec des sorcières fait par une personne qui est très très gentille, que j'ai rencontré à Lyon, à Octogone. Les contes ensorcelés, me souffle Pierre. Ouais, ça, les contes ensorcelés, oui, c'est celui que j'ai parlé le plus. Mais c'est pas, enfin, ce jeu-là, c'est pas du tout ça. C'était un type qui travaillait sur un jeu aussi avec des sorcières, avec beaucoup de potions et tout, très 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 joli, très onirique, très léger. Je me rappelle plus du tout son nom. J'essaierai de le retrouver. Je me souviens qu'il était de Suisse. Vraiment super univers, super gentil, un petit livre joli. Donc oui, il y a des choses, mais seulement le problème c'est que pour les trouver c'est assez compliqué, quoi. Et même pour trouver des gros trucs comme, bon, pas Détective de Monstres, c'est assez récent, mais les contes ensorcelés, bon, c'est pas non plus le truc que tu vois dans tous les rayons, quoi. Malgré que ça soit un jeu quand même d'Antoine Bozard. Tiens, d'ailleurs, c'est vrai que ça c'est une. Est-ce que tu as un auteur de jeu de rôle préféré? Préféré? Tu peux en citer plusieurs pour ne froisser personne, hein, s'il y a besoin. Hein, ouais. Non, je sais pas, préféré, c'est difficile parce que les gens travaillent pas sur les mêmes choses, n'ont pas les mêmes façons de voir les jeux, donc franchement non, j'en ai pas de préféré. D'accord. Alors j'aime beaucoup ce que fait, ce que fait ou ce que, je sais pas comment on peut dire ça. Bon, j'aime beaucoup l'Empire des Cerisiers, en fait, d'Olivier Sanfilippo. Il y a, j'aime beaucoup ce qu'a fait Croc. Alors récemment, je sais pas, j'ai pas lu la nouvelle version d'Innominé Satanis. Je vois pas. Il a juste participé, il l'a pas vraiment écrit, hein, il me semble. Voilà, nouvelle version. Mais par contre, voilà, son travail sur le travail d'avant, le travail de recherche, de référence, de satirique, tout ça, voilà, le jeu, je me coupe. Le jeu, c'est Sorcière et Sortilège, en fait, de la personne que j'ai rencontrée à Lyon. Alors on me dit le Sentier des Sorciers de Pierre Saliba, le kit d'initiation de Sorcière et Sortilège. Je ne sais pas si c'est ça. C'est ça, c'est Sorcière et Sortilège. C'est ça. Et cette personne-là est incroyable. Il a plein de jeux, des choses super intéressantes. Et c'est ce genre de personnes qu'il faudrait mettre en avant d'ailleurs. Et vraiment, c'est vraiment super. Tout ce qu'il a fait, il a des pages entières de jeux. C'est super. C'est un peu dans cet état d'esprit que peuvent avoir les courants alternatifs. D'accord. Bon, je n'hésiterai pas à mettre le lien du coup dans la description de cette vidéo, histoire que vous puissiez aller jeter un œil de votre côté. Voilà. Et on parlait de quoi avant que je me coupe? On parle de tellement de choses. Oui, non, c'était les meilleurs auteurs. Non, oui, il y a ça, il y a Christophe Barbe, bien entendu. Christophe Barbe qui humainement est super intéressant, super gentil. Il y a aussi, pas que humainement, ce qu'il fait est vraiment bien. Je pense notamment à la réécriture de Colonial Gothic,
ou même ce qui va arriver, la Nautilus. Il y a aussi il y a Aldo qui est super aussi, qui a écrit pour les ombres d'Estérène, il me semble aussi, qui a écrit c'est Aldo Pacoba, oui, pardon, je n'ai pas dit son, comme je le connais aussi, c'est sûr que si je dis ouais, il y a Titi, ça veut rien dire. Il a écrit un jeu super sur frère, moi et les noms, un petit jeu super sur l'Empire du Soleil. Non. Un jeu qui est vraiment super, c'est un petit jeu. Il y a plus, en fait, il fait nuit tout le temps, sauf à certains endroits qui sont protégés. Et c'est un jeu qui est très japonisant. L'Empire du Soleil défunt? Non, c'est pas ça. Non, je confonds avec autre chose. Peut-être. Le nom est familier également, mais... je sais plus, moi... L'Empire du Soleil défunt, me confirme-t-on. C'est ça? Merci beaucoup, Meknar, dans le chat, qui est décidément notre source de noms cet après-midi. Ah ouais, merci beaucoup. Et du coup, voilà, ces jeux-là sont super, tu vois, il y a plein de choses. Il y a Simon Lee aussi, il y a Thomas Meunier, il y a plein de gens super. C'est vrai qu'on a une belle communauté actuellement d'auteurs, tous plus sympathiques les uns que les autres. Ouais. Moi, j'ai cité que des Français, parce que les autres, je les connais pas, tout simplement. Et puis les noms, comme je passe beaucoup par l'humain, du coup, c'est vrai que ça me parle moins si juste je lis un truc. Voilà. Je vois. Du coup, tu nous parlais même nous teaser sur votre prochain jeu, qui encore une fois va être plutôt sur un univers détendu, drôle. Ah ouais. Est-ce que vous avez aussi, est-ce que vous faites des jeux plus, on va dire plus orientés peut-être ambiance, plus sérieux, plus posés, ou c'est juste moins votre tasse de thé? Non, on a ça qui est aussi en préparation. Pour l'instant, en fait, le problème, c'est qu'on a beaucoup de projets qui sont divers et variés, pas que dans le jeu de rôle en plus, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et que pour pas trop se disperser, il faut se consacrer à une seule tâche. Mais oui, il y a d'autres choses, notamment un jeu très ambiance avec un système de tarot, en fait. Donc pas de dés, un système de tarot de Marseille, des positions. Vraiment carrément autre chose, quoi. D'accord. Pas du tout dans l'humour décalé, l'absurde ou quoi que ce soit, pas du tout ça. Plutôt un système, plutôt une idée, enfin pour l'instant c'est à cet état-là, mais plutôt une idée genre ambiance Game of Thrones, mais pas forcément forcément dans l'univers, mais plutôt dans le fait de prendre le pouvoir, remplacer quelqu'un, c'est plutôt ce genre de truc d'intrigue et de... D'accord, un truc politique, tout simplement, sans forcément tout le côté sanguinolent qui va avec. Oui, après ça peut être sanguinolent, mais c'est surtout sans le côté Game of Thrones, quoi. En fait, plutôt l'aspect, je sais pas comment dire ça, l'aspect, l'idée de remplacer quelqu'un, en fait. J'en parle pas. D'accord. Le jeu Is No Good de devenir calife à la place du calife. Ouais, voilà, mais sans ce côté rigolo, quoi. Je vois. En ayant le côté plus, j'ai pris la place, je suis méchant, je suis gentil, avoir les contre-coups, tout ça. Un peu cette idée que tu as dans Game of Thrones, quoi. Tout à un coup, tout ça, etc., etc. Mais voilà, on a ça, là, qui me vient comme ça à l'esprit. On a des idées de jeux où on joue un dieu. Donc, vraiment autre chose aussi. Avec un système qu'on teste depuis quelques temps, mais qui n'est pas du tout encore abouti. Mais bon, c'est l'idée surtout de jouer plusieurs dieux, de gérer des peuples, d'avoir des demandes, de contrecarrer un peu les dieux, donc les autres joueurs. Enfin, carrément encore autre chose, quoi. Non, on n'est pas limité à l'humour, en fait, si c'était ça la question.
C'était Mais des c'est vrai que questions l'humour, assez c'est toujours larges. bien. Donc ça. En plus, c'est vrai que vu que vous avez l'air d'être très, très orienté quand même jeu accessible pour tous, c'est vrai que c'est sûrement plus simple de faire de l'humour que de faire de l'appel de Cthulhu, pour ne citer que ça. Ouais, ouais, sûrement. Bah, c'est surtout qu'on essaye de trouver des nouvelles formes, quoi. Mhm. Tu vois, de jeu. J'ai pas envie de refaire un Donjon et Dragon, quoi. Ou comme ce qu'on voit en ce moment, faire un Cthulhu, tu vois. Mhm. Donc Pierre Petitfrère nous dit le jeu de la destinée avec un tarot divinatoire et Voilà. qu'il a beaucoup de choses en réserve pour une fois qu'on pourra enfin se réunir autour d'une table pour jouer. Ouais. Ouais, il y a ça aussi, ça aide pas vraiment. Du coup, parce que bon, il y a ce côté-là aussi qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que ça a l'avantage Discord, enfin les parties en numérique de jouer à certains jeux. Mais en fait, dès que tu as des tarots de Marseille, dès que tu as des trucs qui sortent en fait des systèmes ou des mécaniques habituelles, ben, du coup, tu peux pas jouer. Tu vois. Je Bah, connais pas de truc où tu as un tarot de Marseille, par exemple, une plateforme qui joue avec un tarot de Marseille. Peut-être sur Roll20, hein. C'est Ouais. faisable sur le 20, effectivement. Ouais, On peut créer des jeux de cartes. d'accord. Mais Bon, bah alors j'ai rien dit alors. non, mais après quelque part, c'est bien aussi de découvrir qu'on a d'autres supports et de savoir qu'on peut les développer parce qu'encore une fois, enfin moi, avant notre confinement, c'était quelque chose que je n'avais même pas essayé le jeu de rôle en ligne et j'avoue que je découvre un petit peu cet univers, tout simplement. Donc voilà, on découvre des choses aussi. C'est cool. Et ça permet aussi de jouer avec des gens avec qui je n'aurais pas eu l'occasion. Ouais, il y a ça aussi qui est, Euh, qui est assez sympa. T'as pas de limite de distance, donc c'est ouais. ça. Ah ouais. Enfin. Donc voilà. C'est sûr que c'est pas très pratique, mais au moins ça nous offre certaines portes. Je laisse encore quelques minutes au chat pour nous poser des questions, s'ils en ont envie. Est-ce que, du coup, toi, tu aurais un mot de la fin, hein, quelque chose à ajouter pour conclure? Ben ouais, n'hésitez pas à partager votre passion, vos passions, quelles qu'elles soient, et surtout ne catégorisez pas, ne catégorisez pas en fait les jeux. De pas dire ouais mais ça c'est pour, ça c'est pour, ça c'est pour, et puis moi je fais du jeu de rôle et donc le jeu de classique c'est nul. Enfin, vraiment restez ouvert parce que c'est comme ça qu'on peut aller plus loin, autant dans la création de systèmes que dans la création d'univers. Vraiment pas de cases. Cassez toutes les cases qu'il y a et je suis sûr qu'on développera encore le jeu. Ma foi, c'est c'est une jolie conclusion. Je constate que vous êtes quand même aussi bien toi que Pierre très orienté sur la création de mécaniques de jeu. Ouais. Parce qu'au final, c'est peut-être ce qui vous amuse le plus dans la création du jeu de rôle ou c'est juste un tout? Oh non, c'est un tout. C'est super intéressant créer, de créer des mécaniques. En fait, c'est sympa. Et puis, enfin, je sais pas, quand tu fais quelque chose ou même quand tu modifies quelque chose, essaye. Alors, c'est difficile de modifier quelque chose d'existant selon ce que c'est. Surtout qu'il y a des jeux qui sont pas faits pour. Mais quand tu as cette idée-là, il y a quelque chose qui te manque ou qui ne te plaît pas à la limite, mais qui te manque et que tu aimerais bien ajouter, tu vois. Et du coup, c'est ce côté-là, en fait, que tu fais constamment quand tu fais des mécaniques. Tu es là, et puis après, tu fais ton personnage, ton PNJ, et tu dis, ah ouais, mais lui, ça serait marrant qu'il fasse ça. Et c'est en fait, il y a vraiment une espèce d'osmose entre ton univers, ton système, tes mécaniques qui se greffent les unes dans les autres, mais qui sont en cohérence avec ton univers, avec ton personnage de ton univers, tu vois. C'est vraiment intéressant.
Ouais, les deux sont intéressants, vraiment. Ok. Pas de case, j'ai dit, pas de case. D'accord. C'est pareil pour ça, pas de case, c'est un tout, en fait. Mhm. Le seul truc qui est pas intéressant, c'est de faire le sommaire. C'est un peu chiant. Je comprends. On me demande, est-ce que tu sais combien de parties de crash test des apprentis vous avez fait avant de vous arrêter sur un système définitif? On en a fait pas mal. Alors, on en a fait pas mal, mais pas non plus à outrance. Pas un truc écœurant. En tout cas, en tout cas pour arrêter des règles définitives sur le système. Je sais pas, je dirais, j'en sais rien en fait. Si je dis un chiffre, ça va être un chiffre qui a absolument aucun sens. Ouais. Je te dis 50, je suis même pas sûr qu'on ait fait plus de 50, moins de 50, j'en sais rien. Mais oui, quand même pas mal. En fait, faut voir, il y a deux choses à voir. Faut voir, déjà, la première chose, c'est est-ce que ça te plaît quand tu le fais, est-ce que ton système te plaît et te convient par rapport à comment tu imagines en jeu. Bon, si c'est le cas, c'est déjà bien. Et après, il y a la seconde partie où là, c'est des maths, en fait, simplement. Tu te dis, ah ouais, mais là, je sais pas, ça peut être un bonus, une équation ou un truc, ah, ça marche pas. Ça marche pas pourquoi et trouver juste la solution. Donc, il y a ces deux parties-là, bon, qui sont quand même un tout, mais je sais pas, ouais, pas énormément, en fait, je dirais une 50, peut-être 60. J'en sais rien, en fait. Avant de définir le système, j'en sais rien. Par contre, faire des parties en tout, oui, on en a fait. Hein. Avec des adultes, des vieux, des jeunes, des experts, des non-experts, à 6, à 8. Enfin, on a vraiment fait beaucoup. Moi, j'en ai fait même à beaucoup plus que 8 joueurs. J'en ai fait à 12, je crois. Et c'était coriace. Surtout que c'était des enfants. Donc, Et donc, faire réussir à les captiver suffisamment. Ah non, les captiver, enfin, c'est facile. Hein. Par contre, réussir à les cadrer, c'est moins facile. Parce que tout le monde veut faire des trucs, personne n'écoute personne. 12, des adultes, 12, c'est déjà difficile. Alors, t'imagines des enfants, quoi. Tout à fait. Pierre nous signale d'ailleurs que l'important, c'est de faire des tests avec différents publics. Donc, apparemment, c'est vraiment ce que vous avez dit. À combien de personnes avez-vous fait appel pour justement les tests? Donc, du coup, je pense que la réponse est beaucoup. Combien de personnes? Bon, il n'y a pas de personnes exactement. On n'a pas fait d'appel en fait pour particulièrement. Déjà, on a fait jouer notre entourage, les gens de nos. Enfin, quand je dis notre entourage, c'est pas notre famille. Hein. C'est notre entourage dans le jeu. Donc, des gens du Graal, des gens dont on sort le grand jeu, etc., etc. Ça, c'était là, et puis les amis, voilà. Ça, c'était une des étapes. Et après, moi, j'ai fait jouer à la fac à Nice. Alors, c'était super intéressant, la fac de lettres. Ça, c'était intéressant comme expérience, parce que du coup, c'était vraiment carrément un autre contexte, que des gens qui connaissaient pas le jeu de rôle, en plus. Sauf une personne, il me semble. Aussi. Pour voir si c'était adapté, s'il comprenait, si c'était simple, tout ça. Du coup, ça, ouais, ça, on a fait beaucoup aussi. Et après, on a fait jouer en convention, à Cannes, à Clans, un peu de partout, quoi. En Bretagne aussi. En centre de loisirs. En centre de loisirs. Avec les petits. Ouais. Ouais. Du coup, à quel point les retours faits par vos joueurs ont impacté les modifications du système de règles? Enfin, ont impacté. Alors, il y a qu'une seule chose en fait qui a été impactée, mais qui était hyper importante.
il y a un truc qui marchait pas, mais c'était vraiment une règle de base. C'était le système d'attaque, en fait. C'était rigolo parce qu'en fait, il était trop complexe. Donc, il y avait en gros, pour simplifier, il y avait une addition et une soustraction, et c'était trop complexe. Et pas trop complexe, pas dans l'équation, hein, mais dans le sens sur la longueur des combats. Parce que c'était je sais plus exactement, mais c'était un truc, moins la défense, moins le truc. Et du coup, les types ne prenaient pas de dégâts, et du coup, ça durait des plombes. C'était chiant. Et c'est le seul truc qui a été impacté, mais qui était super important parce que c'était carrément chiant. Et c'est vrai qu'on s'en était pas aperçu jusqu'à ce que, à force de faire jouer, et pourtant on avait fait beaucoup jouer avant, mais le truc c'est que c'était plutôt rigolo. Comme c'est un univers donc où tu joues des magiciens et que tu fais des sorts, les gens faisaient que des sorts. Et c'est une règle qui marche, enfin qui est au niveau de l'attaque, mais de l'attaque normale, en fait, et pas des sorts. Et du coup, il y en avait eu peu, voire quasiment pas du tout, quand on a fait tester. Donc on s'en est aperçu relativement tard, je dirais, peut-être 2 ans après, tu vois, après la création. Et ça, ouais, ça a été changé, heureusement, hein, d'ailleurs, hein, parce que ça aurait été chiant. Du coup, alors, franchement, un combat qui dure 15-20 minutes contre un troll, tu vois. Je vois. Tu vois l'idée, quoi. Ça, ouais. Après, le reste, je crois pas. J'ai pas de souvenir de choses particulières. Mais bon, ça par contre, c'était quand même un gros truc, ouais. Eh bien, écoute, il me semblerait que nous n'ayons plus de questions sur le chat. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous avez été bien nombreux. Et je vous dis à une prochaine. Hein. N'hésitez pas à cliquer dans les liens qui seront dans la description pour voir tout ce dont on a parlé aujourd'hui et pour vous procurer votre exemplaire des apprentis sorciers qui, on l'espère, sera disponible très très bientôt. Ah oui, j'ai pas parlé, oui, donc on le trouve. C'est vrai que ça, c'est la partie qu'il faut parler. Mais... Ouais. Donc, ouais, mais c'est parce que j'ai pas encore l'habitude de comment on devient riche. Donc, on peut le retrouver sur Poseidonia Édition, donc le site de l'éditeur. Là, en ce moment, en plus, il y a un bundle. Donc, il fait 65 € le pack et il y a absolument tout dedans. C'est-à-dire le livre, l'écran, 5 livrets du MJ, les dés, une carte en tissu, le livret de maître du jeu. Voilà. Eh ben, tout est dit. Alors, écoute, merci encore à toi, en tout cas, pour... Merci de m'avoir reçu, c'était vraiment super. Et je suis très content d'ailleurs que tu fasses ces émissions parce que franchement, les émissions où juste ils ouvrent des livres, je trouve ça peu intéressant. Ouais, mais ça c'est parce que je suis trop petit encore et qu'on m'envoie pas les livres gratuits. Mais ça c'est mon plan pour être riche, tu vois. J'essaie d'être riche par YouTube, mais j'ai choisi le jeu de rôle, donc je sais aussi que c'était une mauvaise idée. Eh ben, écoute, ça viendra en nous, on t'enverra les livres. Du coup, j'en parlerai à mon éditeur et on t'enverra. C'est vraiment super sympa sous cette forme-là, je trouve. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à prendre votre volume des apprentis sorciers, ça vaut le coup. Et bien, je vous dis à une prochaine. Merci, bonne journée, bonne soirée. Sortez couverts avec le masque, je veux dire.